Merci de nous rester fidèles sur www.gms.sn. Tout de suite, le journal. La France évalue son action en Casamance, un exercice qui a permis à l'ambassadeur Christophe Bigot de se réjouir des opérations de déminage menées dans cette partie sud du Sénégal. Le centre hospitalier régional de Ziguinchor recherche 800 millions pour être à la hauteur de son statut de structure sous-régionale, une ambition qu'il entend réaliser à travers la solidarité nationale. L'actualité internationale et la revue de la presse mettront fin à ce journal. Le développement, c'est juste après ceci. Bienvenue. Dans le cadre de sa tournée en Casamance, son Excellence Christophe Bigot, ambassadeur de France au Sénégal, a effectué une visite de terrain à Ziguinchor pour s'enquérir de l'état des travaux de déminage déroulés par l'ONG Humanité et Inclusion ex-handicap international. Ainsi, le diplomate français se dit satisfait de ce déminage qui a permis aux populations de retrouver leurs terres. Nous l'écoutons au micro de Mahamadou Salif Ndiaye. Ce que j'ai pu voir, en tout cas avec les équipes de Hachi ce matin, c'est à quel point ce travail était bien mené. Moi, j'ai rencontré les villageois aussi. J'ai rencontré des victimes. Donc les victimes qui m'ont dit à quel point elles étaient satisfaites du soutien qui leur avait été apporté, ici à l'hôpital de Ziguinchor, ici par ceux qui les appareillent. Et puis aussi les villageois qui étaient heureux de voir que ce travail de déminage leur avait permis de revenir sur leurs terres, sur leurs champs. Heureusement, aujourd'hui, il y a très peu de victimes des mines. Je crois, cela m'a été dit, que la dernière victime, et c'était une blessure qui a pu être soignée, date de 2015. Donc aujourd'hui, la question, si je comprends bien, du déminage, est d'abord celle du retour sur les terres, du retour au village. Il y a encore beaucoup de villages qui sont désaffectés, qui ont été abandonnés. Et donc voilà un objectif évidemment important pour contribuer au développement de la Casamance, à son développement économique, à son développement social. En tout cas, je vois que même si aujourd'hui les travaux sont arrêtés, le jugement qui a été porté sur ce qui a été fait est très positif, aussi bien par les associations, les villageois, et évidemment tout cela sous l'autorité du CNAMS, hein, parce que c'est à lui que revient évidemment d'évaluer le travail qui a été fait. Santé, à présent, l'État met les bouchées doubles pour offrir au centre hospitalier régional de Ziguinchor les chances de répondre à son statut de structure sanitaire de référence dans la sous-région. C'est par le renforcement de l'hôpital en personnel qualifié que le ministère de la Santé est passé pour ce faire. Le directeur de l'hôpital n'a pas manqué de saluer cet effort déployé par le gouvernement. Martial Kolibob, que nous écoutons au micro de Chertigan Sissé. Nous partons sur le principe que l'amélioration de l'état de la santé de la population passe d'abord par la disponibilité des ressources humaines, mais également la disponibilité des équipements. Et qui parle de disponibilité des ressources humaines et disponibilité des équipements voudrait dire une meilleure prise en charge des malades. Et lorsque nous avons fait l'analyse situationnelle au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, il y a plusieurs aspects qui sont constatés en termes d'équipement, en termes d'infrastructure. Fort heureusement, nous avons quand même l'accompagnement de l'État à travers le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et que incessamment, les marchés sont déjà attribués, qu'on aura à réhabiliter tous les services de l'hôpital. Et cela, d'ici la première quinzaine du mois de mars, les travaux vont démarrer. Nous avons également reçu du matériel biomédical qu'on a mis en place au niveau des différents services, particulièrement au niveau du bloc opératoire, où nous avons une colonne d'endoscopie qui permet de prendre en charge rapidement les patients, mais qui réduit également le délai, la durée d'hospitalisation. Et nous ne nous limitons pas à cela parce qu'à travers le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, nous avons prévu également d'acquérir d'autres équipements au courant de l'année 2018. Et les spécifications techniques sont déjà faites. Il reste maintenant à convoquer tous les services qui sont concernés pour l'acquisition de ce matériel, pour qu'on puisse stabiliser les spécifications techniques de ce matériel et lancer le marché.
Oui, mais j'aimerais quand même préciser un certain nombre de choses parce que l'État est en train d'amener quand même du personnel au niveau de l'hôpital régional. Nous venons juste de recevoir 2 gynécologues et nous avons également un neurochirurgien et nous avons également un neurologue. Et tout cela, c'est à travers l'accompagnement de l'État. Et ceci ne fait qu'améliorer la prise en charge des malades au niveau du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Santé toujours, 800 millions pour sauver le service des urgences du centre hospitalier régional de Ziguinchor. C'est le défi que compte relever l'administration de cette structure de santé de référence et les populations. C'est à travers un téléthon que ces acteurs comptent atteindre leurs objectifs au profit des malades. Martial Kolibop, directeur du centre hospitalier régional de Ziguinchor, s'en explique toujours au micro de Gertigan Sissé. Il faudrait également avoir d'autres initiatives qui nous permettent de pouvoir renforcer et mettre à niveau l'hôpital régional de Ziguinchor. Et c'est ce qui justifie l'organisation du Téléthon. Oui, ce que nous visons, c'est de pouvoir obtenir la mobilisation de la population pour que celle-ci puisse au moins donner des ressources en espèces ou en nature. Quand on dit en espèces, nous visons au moins 800 millions à travers ce Téléthon. Mais ce n'est pas uniquement 800 millions parce que nous attendons des équipements, nous attendons des produits et tout cela fait partie des ressources que nous souhaitons obtenir pour pouvoir améliorer la prise en charge des urgences au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. Éducation, à présent, une conférence publique à l'initiative de la COSIDEP section Ziguinchor consacrée au suivi des 12 recommandations des assises de l'éducation a eu lieu ce mercredi 28 février. Autorités éducatives, parents d'élèves, élèves et partenaires de l'éducation ont tous répondu présents à l'appel. C'est un reportage de Sissa Okoli. Le partage des principaux résultats du rapport alternatif de suivi citoyen est le thème de la conférence publique organisée ce mercredi par la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'enseignement public COSIDEP. Acteurs du système éducatif, élèves, partenaires et parents d'élèves ont tous pris part à cette rencontre pour diagnostiquer ensemble les 12 recommandations des assises de l'éducation. Moussa Sakho, coordonnateur de la COSIDEP section Ziguinchor. Le président de la République a instruit en tout cas son gouvernement à faire l'état des lieux des recommandations qui sont issues de ces assises-là. Et aujourd'hui, nous, en tant que société civile, nous avons pensé qu'il fallait faire le diagnostic de la mise en œuvre de ces recommandations et nous avons eu à faire l'enquête sur le terrain, nous avons eu à faire le rapport et nous voulons aujourd'hui partager avec l'ensemble des acteurs sur l'état de mise en œuvre de ces recommandations. Et ensemble avec les acteurs, nous allons trouver les stratégies et les moyens, en tout cas pour pousser nos gouvernants à aller dans le sens de la réalisation jusqu'à un taux de plus de 95% de ces recommandations. L'engagement des enseignants et l'insertion des langues locales sont les points qui ont le plus attiré l'attention des intervenants lors de ce conclave sur l'éducation au niveau local. L'inspecteur de l'éducation, Thierno Konaté, est le modérateur de la conférence. La question de la professionnalisation de l'enseignant. Je crois que c'est une décision majeure parce qu'il est souvent revenu dans les interventions que l'intrant de qualité, c'est l'enseignant. Et cet enseignant doit être un professionnel. Il faut qu'il ait un bon niveau. Ce qui fait que donc le recrutement doit être revu. La formation initiale, mais également la formation continue doit être des droits. S'il y a un deuxième point, c'est la question des langues nationales. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que les langues nationales sont d'une importance capitale. Mais jusqu'à présent, leur introduction connaît quelques problèmes. Préoccupée par la qualité de l'enseignement public, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'enseignement public COSIDEP compte y jouer pleinement son rôle pour que d'ici peu, l'école sénégalaise puisse retrouver son lustre d'antan. Des initiatives pareilles sont en cours de réalisation par la COSIDEP selon ses responsables locaux, ceci pour la bonne santé de l'école publique sénégalaise.
Restons toujours dans ce même registre. La COSYDEP regrette la crise scolaire que traverse l'école sénégalaise. Ces acteurs de la société civile invitent l'État et les enseignants autour d'une table pour des solutions de sortie de crise. Moussa Sakho, coordonnateur local de la COSYDEP, que nous écoutons au micro de Sissa Okoli. Les grèves répétitives, en tout cas, perturbent le système. Et quand ils perturbent le système, ça grignote sur le quantum horaire. Et quand le quantum horaire n'est pas suffisamment atteint, ça va influer sur la qualité. Et nous, au niveau de la COSYDEP, notre credo, c'est de travailler à ce qu'on puisse avoir une éducation publique de qualité. Et c'est pourquoi nous lançons un message très fort à l'ensemble des acteurs afin qu'ils reviennent à la raison pour que l'école sénégalaise puisse être une école apaisée où il fera bon vivre, où la qualité sera au rendez-vous. L'ensemble des acteurs, il y a le gouvernement par rapport aux engagements pris afin de pouvoir les respecter. Mais les enseignants aussi de trouver d'autres voies et moyens pour ne pas perturber le système afin qu'on trouve une solution par rapport à tout ce qui se passe dans le système éducatif. Pacifier les zones frontalières par le développement, c'est cet objectif qui se cache derrière le bloc maraîcher de Ngoré en Guinée-Bissau. Il s'agit à travers ce mini-projet initié par Enda Diapol de faire de la frontière un lieu d'intégration des peuples. C'est un reportage de Papo Mané. Réaliser l'intégration par le développement, c'est le pari qu'Enda Diapol veut gagner avec ses partenaires de la coopération autrichienne. La création d'un périmètre maraîcher en Ngoré, village bissau-guinéen frontalier à la commune de Simbandi-Balante au Sénégal, répond à cette volonté. Un projet intégratif qui vise à renforcer le bon voisinage par le renforcement des capacités économiques des femmes de cette localité frontalière. Nous avons initié ce projet, ce mini-projet, justement pour contribuer au renforcement du bon voisinage, mais également faire en sorte que les communautés qui vivent au niveau des espaces transfrontaliers puissent vivre cette réalité qui est que nous tous, nous faisons un seul peuple et que nous avons le devoir de vivre ensemble. Justement parce que dans ce périmètre maraîcher, il faut constater qu'il y a des femmes bissau-guinéennes qui travaillent dans ce périmètre maraîcher, mais également des femmes sénégalaises qui sont plutôt originaires du Sénégal, mais qui sont réfugiées au niveau de la Guinée-Bissau, plus précisément à Ngoré-Signou, qui travaillent dans ce bloc maraîcher. Et nous pensons qu'à travers ce bloc maraîcher, on pourra augmenter les revenus des femmes, justement, mais aussi faire en sorte que ce sentiment de bon voisinage entre ces différentes communautés puisse exister à travers cet exemple. Au total, 14 millions de francs CFA ont été nécessaires pour réaliser ce mini-projet qui s'inscrit dans un programme global de renforcement des relations dans les zones frontalières. Nous ambitionnons véritablement de reproduire cet exemple dans d'autres espaces transfrontaliers. Mais je dois dire que ce même périmètre maraîcher installé ici à Ngoré existe également au niveau des villages transfrontaliers entre Dar es Salaam et Touba Tranquille, au niveau de la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Ce geste trouve tout son sens dans le contexte casamancé où les frontières ont été des lieux d'expression de l'instabilité et de la violence. L'actualité internationale de ce vendredi 2 mars 2018 nous mène au Royaume-Uni, en Italie et en Asie-Pacifique. La première ministre britannique doit prononcer un discours ce vendredi au lendemain de sa rencontre avec le président du Conseil européen Donald Tusk, lors de laquelle les deux responsables politiques ont acté leur désaccord. La sortie du marché unique et de l'union douanière dessineront les rapports à venir et les entreprises doivent se préparer au changement sans tarder, avertit le négociateur en chef européen. Michel Barnier a proposé de conserver l'Irlande du Nord au sein de l'Union douanière européenne après le Brexit, une option refusée par Theresa May. Une frontière stricte entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord pourrait voir le jour, prévient Bruxelles, venant contrecarrer la promesse de la chef du gouvernement britannique. Alors que les électeurs italiens sont appelés aux urnes ce dimanche, les candidats aux législatives jettent leur dernière force dans la bataille. L'image est une première après 2 mois de campagne. Extrême droite, centre et droite réunis sur une même estrade. Tout sourire, Silvio Berlusconi s'est affiché entre Giorgia Meloni, la patronne de Fratelli d'Italia, et Matteo Salvini, le patron de la Ligue. Leur coalition hétéroclite est en tête des sondages et
est crédité de 37% des intentions de vote. Leur cible, c'est lui, Guy Di Maio. Son mouvement 5 étoiles obtiendrait 28% des suffrages. Âgé de 31 ans, soit 50 de moins que Berlusconi, Di Maio est accusé d'être inexpérimenté. Voilà pourquoi il a présenté son gouvernement virtuel. 17 ministres, pour la plupart issus de la société civile, avec 3 femmes aux principaux postes: intérieur, affaires étrangères et défense. Pour le Parti démocratique de Matteo Renzi, c'est un peu la soupe à la grimace. Le camp de l'ancien premier ministre est crédité de 22% des intentions de vote. Le meilleur atout du parti de centre-gauche, c'est peut-être celui qui a succédé à Renzi au poste de chef du gouvernement, Paolo Gentiloni. Il est aujourd'hui l'un des hommes politiques les plus populaires d'Italie et au jeu des alliances post-électorales, il pourrait bien garder son siège. Au moins 24 personnes ont trouvé la mort dans un incendie qui s'est déclaré vendredi 2 mars dans une clinique de réhabilitation pour toxicomanes dans la capitale azerbaïdjanaise Bakou, ont indiqué les autorités. L'incendie s'est déclaré à 6h10 et 24 personnes sont mortes, ont indiqué le parquet et plusieurs ministères dans un communiqué commun précisant que le bâtiment concerné était construit en bois. Selon les premiers éléments disponibles, l'incendie semble avoir été causé par un problème électrique, a ajouté la même source. L'agence locale APA avait évoqué précédemment un bilan de 30 morts. Les victimes étaient des patients attachés à leur lit et donc incapables d'échapper aux flammes, a indiqué APA, précisant que des pompiers et des secouristes sont parvenus à maîtriser le sinistre en début de matinée et enquêter pour en déterminer les causes. L'Azerbaïdjan, petit pays du Caucase, a connu plusieurs tragédies résultant d'incendies dans des bâtiments résiduels ou dans les transports publics. À présent, nous accueillons Sissa Okoli pour la revue de la presse. Bienvenue. La visite du président turc Erdogan au Sénégal fait les choux gras des quotidiens parus vendredi. Selon le quotidien national Le Soleil, dans le cadre de cette visite, plusieurs accords ont été signés par les deux pays dans le domaine du tourisme et des chemins de fer, notamment, de même qu'une lettre d'intention sur les hydrocarbures. De fait, les échanges commerciaux entre les deux pays pourraient passer de 133 milliards de francs CFA, soit 250 millions de dollars actuellement, à 215 milliards de francs CFA dans les prochaines années, projette le journal. C'est l'objectif que les deux chefs d'État, Macky Sall et Recep Tayyip Erdogan, se sont fixés lors d'un point de presse commun, ajoute le journal. Pour l'AS, Erdogan obtient un accord sur les hydrocarbures et salue le courage de Macky Sall d'avoir fermé le groupe scolaire Yavuz Selim. Recep Tayyip Erdogan ne lâche pas le mouvement Gülen, fondateur des écoles Yavuz Selim. La fermeture des écoles du prédicateur turc par le Sénégal a renforcé l'axe Dakar-Ankara, dont les échanges commerciaux ont atteint le seul record de 250 millions de dollars, souligne l'enquête. Selon ce journal, la Turquie est pourtant loin de dire son dernier mot. Elle est également à l'assaut du tourisme, des infrastructures ferroviaires ainsi que des hydrocarbures et mines au Sénégal. Nos confrères ajoutent que la Turquie s'est engagée à acheter l'excédent d'arachide du Sénégal. De son côté, Sud Quotidien note que Dakar et Ankara scellent l'entente cordiale avec l'entrée d'Erdogan dans le pétrole et le gaz sénégalais. Après quoi, le journal souligne que Macky vend l'arachide sénégalaise au président turc avec qui il est en phase pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le journal Walf Quotidien parle aussi de la visite du président turc au Sénégal et croit savoir que le chef de l'État Macky Sall cache la vérité à Erdogan sur le nombre de ministres du gouvernement, d'où son titre « Quand Macky cache la vérité ». Parlons tout à fait d'autres sujets mis en exergue par l'apparition du jour des journaux et c'est le moment de rejeter un coup d'œil sur la une du journal de Sud Communication qui note cette fois-ci « Organisation transparente et régulière de la présidentielle de 2019, Monsieur Élection refait surface ». En parlant justement d'élection présidentielle, Thierno Alassane Sall pense sur la une du journal LAS que tout est en train d'être mis en place pour qu'on ait une élection
compétition à la Yaya Jammeh. En sport, le journal Stade consacre sa une à l'international sénégalais Salif Sané et note milieu défenseur central des Lions. Salif Sané, la force de la polyvalence. Ce journal nous parle également du décès de l'ancien médecin des Lions et rapporte décès de l'ancien médecin des Lions, hommage de la nation au professeur Fallou Cissé. Restons toujours avec Stade qui nous informe cette fois-ci que Neymar sera absent des pelouses pendant 3 mois à cause d'une opération qu'il subira ce samedi. Di Maria viendra cependant en sauveur pour la rencontre PSG Madrid à en croire Stade. En lutte avec frappe, c'est Boignan 2 qui s'offre la une de Sunu Lamb. Ce journal de noter 5 combats, 5 victoires, Boignan 2 la terreur de Guédiawaye. En détail, Sunu Lamb nous rappelle que Boignan 2 a fait mordre la poussière en bis, Sakadior, Double S2 et Guigui, tous lutteurs de Guédiawaye. En parlant du combat de Balla Gaye 2, Gris Bordeaux, Sunu Lamb note Thierno Gueye, sorcier du Lion de Guédiawaye, affirme que Balla Gaye 2 va corriger Gris Bordeaux. Bonne lecture. C'était le dernier élément de ce journal. L'information continue sur www.gms.sn. Merci de votre fidélité et au revoir.